Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carter et Piston. Alors je me trouve aujourd'hui chez Yamaha Benelux. On aura l'occasion évidemment d'y revenir pendant toute la durée de l'émission, mais je voudrais revenir sur cet hiver qui n'en finit pas, et tout le monde est aux abois, tout le monde attend que le baromètre monte ainsi que les températures. Et pour la dernière fois, j'espère cette saison, on va vous emmener dans un endroit encore beaucoup plus froid. On va en Laponie faire du motoneige. La Laponie, pays du Père Noël par excellence. Finalement, c'est pas si loin que ça, à 3 bonnes heures d'avion, avec un petit stop à Stockholm où on descend de gamme, les avions rétrécissent et on arrive dans un petit aéroport verglacé et à la sortie de l'avion, c'est moins 18 degrés. J'aime autant de vous dire que ça réveille. Petit passage par l'hôtel, enregistrement, il y a déjà du renne et les paysages sont monochromes. Le reste, évidemment, bien, c'est de la neige et du givre. C'est évidemment la carte postale qu'on peut retirer de la Laponie. C'est évidemment des endroits où on va peu. On ne se déplace pas en scooter là-bas. On fait plutôt du traîneau pour aller faire ses courses. Les petites villes sont d'un charme plutôt désuet. Ici, le cinéma qui ressemble peu à celui des années 60. On y vend évidemment des paires de chaussettes très chaudes. Et dans les supermarchés, c'est plutôt des semelles cloutées qu'on y trouve, ainsi qu'évidemment du saumon sous toutes ses formes et sous toutes les préparations possibles. Et comme Noël est fini, bien, on va pouvoir manger le renne. Je ne sais pas si c'est ceux du Père Noël, mais en tout cas, c'est rudement bon. Bon, on n'est pas venu pour ça, puisque finalement, on est venu pour faire du motoneige. Et on se dirige vers un centre qui va nous prendre en charge et qui va nous expliquer un peu comment se passe la prise en main d'un tel engin. D'abord, on va passer par le shop, histoire de voir un petit peu ce qu'on y trouve. Évidemment, on est dans le grand froid, donc les équipements sont faits pour supporter des températures extrêmes, températures auxquelles nous allons être confrontés. Nous allons avoir droit à un petit briefing. Ce petit briefing nous explique en long et en large le fonctionnement, évidemment, du motoneige, comment on accélère, comment on freine, et surtout aussi ce qu'on va ressentir, puisque quand il fait moins 15 degrés et qu'on roule à 60 à l'heure, le ressenti est de moins 48, il faut se protéger. Tous les espaces de peau doivent être couverts, sinon ça brûle. Les engins sont assez impressionnants, avec beaucoup de suspension, c'est très technique, des grosses chenilles très crantées pour permettre de vous propulser dans la poudreuse. Et là maintenant, on va passer à la partie équipement. Alors là, j'aime autant de vous dire qu'on ne va pas avoir froid, et on n'aura pas froid, parce qu'en fait, ces équipements sont incroyables. Tout est double ou triple épaisseur, que l'on pose avec plus ou moins de bonheur, parce que c'est pas évident, ça fait des couches et des couches. Et voilà, au final, on s'équipe et on est impatient de découvrir, évidemment, le modèle sur lequel on va se balader. Un petit briefing vite fait qui nous explique comment démarrer le moteur. Évidemment, il n'y a pas de poignée de gaz, c'est une manette qui se commande par le pouce. Voilà, il suffit d'appuyer dessus et l'engin démarre tout doucement. Et le frein est à la main gauche. Bon, voilà, on est prêt, on est un peu engoncé, mais voilà, c'est parti. Alors d'entrée de jeu, on est relativement surpris par d'abord la puissance de l'engin, parce que directement où on effleure les gaz, voilà, ça démarre, ça y va, et puis en fait on a l'impression qu'on cherche sa trace en permanence, et que l'engin cherche aussi sa voie. Les skis à l'avant vont de gauche à droite. Voilà, on reste en général sur la ligne principale qu'on a décidé de suivre, mais finalement, c'est un engin qui est quand même relativement stable. Alors on passe dans des endroits qui sont juste assez fantastiques. Là, on est dans des petits chemins dans les forêts. De nouveau, on retrouve ces paysages monochromes. On est assez content de voir les couleurs qui sont sur les équipements et sur les motoneiges pour se dire qu'on n'a pas perdu le sens des couleurs. On avance de plus en plus, on s'enfonce dans les forêts, les paysages deviennent de plus en plus magiques et au fil du temps, on commence à prendre de l'assurance et on se rend compte qu'en fait, c'est un engin qui n'est pas très difficile à conduire aux allures où nous nous sommes baladés. On arrive ensuite sur un plateau et là, c'est juste exceptionnel parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est sur un paysage recouvert d'ouates. Tous les bruits sont feutrés, même ceux des motoneiges. Et là, nous allons nous arrêter quelques minutes dans un refuge qui est en fait là uniquement pour offrir aux gens la possibilité de s'abriter en cas de mauvais temps et d'y passer éventuellement la nuit. Il y a toujours une réserve de bois qui est prête et vous pouvez vous abriter là-bas le temps
d'une grosse tempête de neige. Mais on n'a pas eu le cas, donc nous on a plutôt eu de la chance, on s'est baladé pendant plus de 2 heures dans ces paysages assez somptueux. On s'attend à tout moment à voir débouler de derrière un arbre le Père Noël avec ses rennes et son traîneau, mais on n'a pas eu cette chance, à mon avis on était un peu tard dans l'année. Bon, petit après-midi en motoneige, j'ai autant de vous dire que ça réveille, parce qu'en fait il fait -15, nous sommes en Laponie, et on s'est fait plaisir dans les sapins, dans les montagnes, on a enchaîné des petits passages tortueux, c'est vraiment un engin atypique. Alors, le Lynx ici est à 900 cm3, qui fait 100 chevaux, 200 kg, donc vous voyez le rapport poids-puissance, ça équivaut à des machines, des motos de route qui sont déjà assez performantes, et performant ça l'est. Parce qu'en fait, quand on accélère, ça accélère très très fort. C'est un engin atypique parce qu'en fait, on a toujours l'impression de chercher sa trajectoire et de ne jamais être très sûr d'où on va. Et finalement, cet engin reste quand même sur une ligne générale droite. Par rapport à une moto, on a un guidon et dans les virages, il faut se déhancher très fort pour aider la machine à virer. Ce sont les seuls points communs avec un 2 roues, mais l'expérience vaut vraiment la peine. Moi, je vous recommande d'essayer un jour, si vous avez la possibilité de vous retrouver dans une région comme celle-ci, et peut-être pourquoi pas un peu plus près de chez nous, du côté de la Baraque Michel ou du Signal de Botrange, on peut faire l'expérience. Allez-y avec des potes, ça vaut la peine, vous vous régalerez. Maintenant, moi j'ai vraiment froid, je vais faire un sauna. Voilà, donc, froid à la Laponie. Donc comme je vous l'ai annoncé, je suis ici chez Yamaha, je suis en présence de Marc Opdebeek. Marc, bonjour. Bonjour. Tu es Sales et Marketing Manager pour Yamaha Belux. Et à ce titre, tu vas pouvoir nous parler un peu de Yamaha, de l'actualité de Yamaha, de ce qui va faire sa force en 2018, dans les années futures. Mais on va revenir sur l'année 2017, où Yamaha a fait un score extraordinaire. Oui, c'est juste. Il y avait un événement historique, c'est qu'on a dépassé Honda. Et on est devenu numéro 2 juste derrière BMW. Voilà, et on est tout fiers parce que nos modèles plaisent aux consommateurs. C'est ça ce que ça veut dire finalement. Et en fait, ce résultat, vous l'avez obtenu grâce à votre partie moto, à vos grosses cylindrées, au succès de la gamme MT par exemple, que ce soit en 0,7, en 0,9 ou en 0,10, mais aussi avec les scooters. Oui, bien sûr. Le scooter reste très important pour la marque Yamaha. Quand on regarde, il y a 4 modèles avec lesquels on a fait plus de 200 unités l'année passée. Une, c'était même 250 unités, c'est le X-Max 125. Mais aussi avec la petite N-Max, qui est le scooter compact. Il y avait naturellement le 300 qu'on a mis sur le marché. Là, c'était aussi 200 unités. Et on a fait 200 unités en T-Max qui a été aussi renouvelé. Alors bien sûr, introduire de nouveaux modèles, c'est normal que ça aide toujours à la vente, mais je conclus aussi que c'est des bons modèles. Par exemple, le X-Max 125, c'est keyless, il a du traction control, le X-Max 300 aussi avec du traction control et keyless, et ça attire quand même les gens. Il y a beaucoup de technologies, et il faut quand même avouer que la mobilité devient vraiment un problème à l'approche des grandes villes. Je pense à Bruxelles, et le 125 est évidemment le véhicule idéal aussi pour les gens qui n'ont pas le permis moto. Oui, c'est juste, parce que quand on a un permis voiture, on peut encore rouler pas mal de gens sur une 125, comme ça. Voilà. Ça nous aide à la vente, mais sache aussi que des études ont déjà montré que un tiers de ces gens, en durant les 2 ans qu'ils roulent avec un 125, vont faire leur permis lourd. Et ça, c'est, je crois, intéressant pour tous les secteurs. Oui. On donne le goût à la moto. Oui, absolument. Et en parlant de goût à la moto, on est évidemment en début de saison. Nous sommes à la fin de cet hiver interminable. Tout le monde attend avec impatience les beaux jours. On vient d'assister à un transfert du salon de Mons vers Mété, le Bikersland. Écoute, je te propose d'y aller faire un petit tour. En remplaçant Mons, Mété devient donc l'événement de début de saison. Un événement marqué sous le signe de la proximité des activités, parce qu'aussi bien sur piste que sur l'ensemble des installations du circuit, on pouvait découvrir des choses assez incroyables, comme cette exposition de vieilles motos, de motos de collection, de pièces très très rares. Ici, la collection de Marc Isaïe, de Classic 21, qui est un grand passionné et amateur de Honda.
Donc en fait, l'espace Mété réunit toutes les possibilités de faire la fête de la moto. Inauguré pour l'occasion un nouveau circuit de dirt track qui était à disposition des gens qui voulaient éventuellement s'essayer à la discipline. Il y avait des démonstrations de motocross, il y avait aussi des pistes d'initiation et des pistes de maîtrise, ce qui était quand même pas mal pour se remettre en selle en début de saison. Mais une des particularités majeures était évidemment la possibilité d'essayer pratiquement toutes les motos disponibles sur le marché, puisque toutes les marques étaient pratiquement présentes avec toutes leurs machines à disposition, et ceux qui ont bravé le froid, parce que malheureusement ce week-end a été un week-end marqué par un froid polaire, ceux qui ont bravé le froid ont pu évidemment essayer autant de fois qu'ils voulaient les motos qui étaient mises à disposition par les marques. D'autre part, 2 chapiteaux étaient présentés sur le site, un qui reprenait toutes les marques officielles, les accessoires, et aussi les motos tout-terrain, des motos de trial. C'était l'occasion de ce début de saison d'aller voir une dernière fois les modèles peut-être avant de se décider à l'achat, de se dire tiens, celle-ci finalement elle me convient bien, je pouvais m'asseoir dessus, on pouvait discuter, les dealers étaient sur place, on pouvait évidemment commander les machines directement, mais aussi on pouvait aller dans le deuxième hall qui lui était plutôt consacré à la scène custom. Et cette scène custom était évidemment très bien représentée par des artisans et des gens qu'on connaît depuis pas mal de temps, pour les rencontrer au Bikers Classic par exemple. Donc le Bikers Land de Mété, une bonne idée et une initiative qui à mon avis va continuer pendant quelques années. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On attendait tous la reprise du MotoGP. Nous sommes avec un MotoGP disputé, celui du Qatar. Yamaha a brillé alors qu'on ne l'attendait pas spécialement à cette place-là. D'abord avec Zarco qui a fait un début de course fantastique, et puis Valentino qui nous fait un podium. Oui, c'est vrai, c'était une MotoGP très intéressante. Bien sûr, comme tu disais, ce que Zarco a fait, de rouler devant tellement longtemps, c'était inattendu. Mais surtout que Valentino, comme on dit, le plus vieux pilote qu'on a sur le MotoGP, il est là, il est resté derrière les 2 autres, il est collé derrière, il a fait ses tours. Alors c'était magnifique. Alors il est là, mais il est là encore pour un certain temps. Oui, il a re-signé pour 2 ans, alors c'est bien. Incroyable. Ouais, voilà. C'est l'inoxydable Valentino Rossi. Oui, c'est ça en fait, parce qu'il doit se sentir bien, il dit ça toujours aussi, qu'il se sent bien physiquement aussi, il est encore capable de le faire. Et ce qu'on lit souvent dans des interviews, mais ça se voit aussi, il adore rouler à moto. Je crois que c'est d'abord ça. Il a envie, et il a toujours envie. Quoi. Et il dit toujours, même les MotoGP, même si c'est quelque chose de très technique et très fatigant et très professionnel quand même, à très haut niveau, il adore rouler sur circuit, et le temps qu'il a ça, il va continuer à rouler. Ouais. Et en fait, on est maintenant dans un monde un peu carré, avec des flashs un peu partout, la vitesse n'est pas très bien vue. Et pourtant, le MotoGP reste pour Yamaha une véritable vitrine. Oui, bien sûr. C'est la vitrine pour notre technologie. Et l'endurance aussi des machines, hein, parce que même comme l'année passée, c'était moins évident en MotoGP, mais par exemple, on a quand même eu presque tous les titres en endurance. Hein, c'est d'autres niveaux où tu veux dire que tu sais faire des motos de qualité et d'une autre fiabilité, parce que ça montre ça finalement. Oui, la qualité et la fiabilité c'est une chose, mais la rapidité aussi, parce que la RAM reste quand même un modèle assez extraordinaire. Oui, c'est des petits avions sur 2 roues. Hein. C'est terrible, la technologie, aussi la technologie embarquée maintenant, et les aides au pilotage, où je crois qu'il ne serait presque pas possible d'exploiter pour le pilote moyen toutes les possibilités de tel moteur et de tel châssis sans avoir les aides au pilotage. Oui, ça c'est vrai. Hein, et comme je disais déjà quand on parlait de mobilité, on le met même dans des scooters aujourd'hui. Oui, tout à fait. Hein, des systèmes de traction control. Aussi dans le T-Max, il y a d'autres technologies qu'on trouve normalement que dans les motos, dans les moteurs. Hein, les timings variables, l'injection, toutes ces choses sont tellement évoluées les dernières années. Absolument. Mais c'est grâce à la MotoGP où on fait, c'est notre laboratoire hein, finalement.
Ça a toujours été, la course a toujours été le laboratoire sur les technologies qu'on y développe pour les retrouver sur la route après. Alors d'un côté, on a les performances extrêmes de la gamme Hypersport, et puis de l'autre côté, vous avez développé la gamme Heritage, où là on est dans le vintage, on est dans le lifestyle, on est dans quelque chose qui en fait est dans le plaisir pur et absolu de rouler à moto. Oui. Il faut quand même que je mette un petit point à côté, c'est que nos modèles les plus successful, comme on dit, qui ont le plus de succès, chez nous c'est les XSR. Oui. Et oui, ils ont un look et une idée derrière, et aussi des accessoires comme on trouve chez les néo-rétro. Mais je crois que leur succès c'est surtout parce que ce sont deux modèles qui partagent le même châssis, le même moteur que les deux MT avec lesquels on a tellement de succès. Ils sont une excellente base évidemment. Voilà, alors ça veut dire, oui, c'est l'habillement est néo-rétro, mais en dessous, il y a vraiment une moto très moderne. Tout à fait. Et je crois aussi, ça fait partie de leur succès aussi. Absolument, parce que je crois que le phénomène vintage a conquis beaucoup de monde, beaucoup de motards, beaucoup de nouveaux motards, donc ça c'est très bien, ça fait un nouveau panier de clients, mais ils ont commencé à rouler sur des vieilles motos, et puis après un ou deux dimanches, ils se sont rendus compte qu'il fallait un petit peu travailler sur la moto, et que ce n'était pas spécialement ce dont ils avaient envie. Qu'en prenant une moto actuelle néo-rétro, on va prendre cette moto, on la laisse au garage un mois, pas de problème, on met la clé, on redémarre, l'injection, c'est parfait. Oui. Donc c'est ce qui fait aussi le succès, à mon avis, de toute la ligne vintage chez Yamaha, entre autres. Oui, oui, c'est ça, parce qu'à côté de nos XSR, il ne faut pas oublier qu'on a aussi un Scrambler 950. C'est un bicylindre qui a le look qui fait référence un petit peu à notre XT dans le temps, et quand on regarde son réservoir, alors on y travaille, oui, parce que c'est important le segment, c'est un nouveau segment, alors il faut l'embrasser et délivrer ce que les gens veulent. Et tu nous parles du Scrambler, eh bien écoute, ça tombe bien, parce que je vais te faire découvrir, mais à mon avis tu les connais, les Scramblers de chez Ducati. Alors Ducati a développé un Scrambler qui était d'abord en 800cc, puis en 400, et maintenant ils viennent de monter à 1000cc, donc je te propose de découvrir ça avec nous. On va au Portugal pour découvrir cette Ducati Scrambler. Lisbonne la belle, Lisbonne la charmante, avec ses vieux quartiers, sa cuisine savoureuse et ses transports en commun en tram, cette ville ne manque pas d'atouts. Et c'est ici en fait que Ducati a choisi de s'installer pour présenter la nouvelle Ducati Scrambler 1100. Au pied du pont du 25 avril, toute une mise en scène est là, avec une ambiance très particulière qui est toujours très léchée et très soignée dans les présentations Ducati. Alors on va assister un peu à la naissance de la moto, puisqu'en fait Jérémy Farreau, le designer français qui s'est occupé de la naissance de cette moto, nous explique un petit peu la manière dont cette moto est née. C'était le plus gros challenge de cette moto, c'était vraiment de créer une moto plus grande, tout en gardant l'identité absolument du Scrambler, mais en la faisant beaucoup plus sportive. C'est pour ça qu'on a voulu jouer avec des éléments mécaniques, techniques, visibles, la boucle arrière, les deux pots d'échappement. J'ai voulu deux pots d'échappement vraiment différents. Un pot d'échappement sur la version de base, plus orienté vers l'héritage Ducati, donc c'est deux pots d'échappement qu'on retrouve sur les sports classiques. Et je voulais aussi un pot beaucoup plus Scrambler, qui peut-être perd un peu d'identité parce que c'est un pot qu'on retrouve sur plusieurs différentes marques, mais ce double pot d'échappement d'un seul côté. On quitte la ville en essayant de faire attention en fait, un au pavé et deux aux rails de tram. Alors tout de suite, la moto se prend très facilement en main et on passe le fameux pont du 25 avril. Ce pont est en fait une réplique du Golden Gate de San Francisco, d'ailleurs fabriqué avec de l'acier américain. Il est pratiquement en tout point similaire, avec pratiquement aussi la même longueur. On est donc sur les petites routes portugaises, pleines de virages et avec une très belle asphalte. Et le Scrambler, évidemment, il fait des merveilles. C'est évidemment des conditions idéales pour essayer ce genre de moto. Mais la moto se conduit très facilement et elle est intuitive, facile à conduire et très accessible. J'ai particulièrement apprécié le design du tableau de bord que je trouve vraiment très réussi avec ce côté un petit peu décalé. Il présente en fait toute la lisibilité voulue avec un petit moins sur le contour, mais c'est pas ce qui est important sur ce genre de moto. Et donc on profite une dernière fois des paysages en bord de mer.
Quand j'ai reçu l'invitation pour essayer cette Scrambler 1100, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce que j'avais comme expérience sur la première Scrambler, c'est-à-dire la 800 cm3. Une moto vraiment que j'avais appréciée pour sa polyvalence, sa légèreté et son accessibilité. Ici, on est sur un modèle évidemment dans 100 cm3, beaucoup plus puissant, aussi beaucoup plus lourd. Et en fait, on est un tout petit peu sorti de la famille du Scrambler parce que par moment, on a l'impression d'être sur un roadster. Alors, dès les premiers tours de roue, j'aurais apprécié avoir un guidon plus large qui existe sur le modèle de base, malheureusement pas sur celle que j'ai essayée ici. Ce qui fait qu'on a une position un tout petit peu plus sur l'avant et pour moi un peu moins confortable. Sinon, le moteur est très coupleux, le moteur envoie. Ça reste un vrai Ducati et par rapport à ce qu'on connaît chez Ducati et la majorité de la production, on a gagné beaucoup en souplesse. C'est un moteur qui donne le maximum de son couple à 4700 tours. Donc en fait, beaucoup de rondeur, beaucoup de souplesse, on peut descendre très bas dans les tours sur un rapport élevé, la moto repart sans cogner, ce qui était un peu une marque de fabrique de chez Ducati. Et donc dans l'ensemble, c'est une moto vraiment très plaisante à conduire, avec un châssis rigoureux, avec des gros freins. On n'est qu'un double disque de 320 mm et des étriers radiaux, donc ça freine très très fort. On a 3 modes de conduite, un mode de conduite qui est plutôt destiné à la pluie, un mode de conduite pour la ville et un mode de conduite plus sportif. À côté de ça, nous avons un traction control qui est évidemment paramétrable. Donc forcément, on a plus l'impression d'être sur une moto un peu plus sportive qu'un peu plus scrambler. Alors, est-ce qu'on sort du genre ou pas? Vous admettrez comme moi que la moto est juste splendide. J'adore son look. Elle est très réussie au niveau esthétique. D'un autre côté, j'ai quelques petits reproches à lui faire. Donc forcément, sur la position de conduite que je trouve un peu trop sur l'avant, ce qu'on peut corriger avec le plus grand guidon, ça c'est une chose. Les pose-pieds sont un peu trop en arrière. Et pour moi qui suis doté d'un bon 45 de pointure, la longueur du sélecteur est un peu courte, ce qui m'oblige à passer le pied sous le sélecteur de manière accentuée pour changer de vitesse. On aurait pu attendre un tout petit peu plus de moelleux de la selle vu la place, la largeur et l'épaisseur qu'elle présente à l'arrêt. Donc voilà, cette Ducati Scrambler 1100 est pour moi la digne héritière de la famille Ducati. Ça reste une Ducati un peu plus ronde, un peu moins méchante que la gamme traditionnelle. On est sur un Scrambler. Maintenant, je la destine quand même à des gens qui se disent « Tiens, je vais peut-être me calmer un petit peu, mais j'ai quand même toujours envie d'avoir une moto qui me donnera du plaisir quand je peux enchaîner des courbes et prendre un peu d'angle, parce que cette machine le permet vraiment sans aucun problème. » Donc voilà, à vous de choisir maintenant. Chez Ducati, le Scrambler, il existe en 400 cm3, en 800 et maintenant en 1100. Oui, donc voilà, Ducati Scrambler, est-ce utile autant de cylindrée? Je ne sais pas. En attendant, la moto reste quand même un engin presque idéal pour se déplacer dans les centres urbains. Surtout, je crois que tout le monde a l'expérience maintenant de l'engorgement de nos villes. Et Yamaha propose dans toute sa gamme évidemment du scooter depuis longtemps. Et la mobilité, toi en tant que Yamaha, mais aussi peut-être aussi en tant que Febiac, est-ce que vous imaginez des solutions pour le futur en termes de 2 roues? Oui, on préfère naturellement qu'il y ait le triple des 2 roues qui roulent, parce que ça nous aidera. Hein. Avec la Febiac, on a fait une étude avec l'université de Louvain il y a quelques années, oui, où ils ont mesuré Louvain-Bruxelles, et alors le résultat c'était si 10%. Alors ce n'est qu'1 sur 10 des conducteurs voitures se met aux 2 roues, l'embouteillage est presque parti. Et il ne dure qu'une bonne demi-heure par jour et elle s'est réduite à quelques kilomètres. 10%. 10%, un conducteur sur 10. Alors, si vous me demandez quel est mon rêve à la mobilité, c'est d'arriver le plus proche de ça. Parce que ça nous aidera à tout le monde. Hein. Ouais. Et quand même, et le scooter, quand je regarde aujourd'hui tout ce qu'on offre, c'est aussi, comme chez nous, le Tracer 900 a tellement de succès aussi, parce que c'est aussi un véhicule léger, pratique, avec lequel on sait s'amuser en week-end, en Ardennes, mais qui est également très agréable pour rouler quand on fait l'aller-retour à la maison. Et est-ce que le gouvernement est prêt, crois-tu, à donner des aides pour que le milieu du 2 roues puisse se développer et participer au désengorgement de nos villes? Oui, c'est là toujours le point délicat, hein, parce qu'on a eu le salon en janvier, j'ai parlé avec Chris Peters, qui est motard, j'ai parlé avec Charles Michel qui est venu nous visiter, qui est motard aussi.
Mais puis, on ne le voit pas vraiment dans les actes. Oui. Hein. Je crois le problème, quand je regarde M. Ben Weitz ou d'autres, c'est qu'eux, ils sont là avec les chiffres de autant d'accidents et autant d'accidents mortels sur la route. Et oui, bien sûr, on est vulnérable, mais des cyclistes et des piétons aussi. Le sont. Voilà, hein, on l'est tous. Voilà. Nous, on a difficile à comprendre, et avec la FEBIAC, mais aussi en tant que motard, hein, comme vous l'êtes aussi, c'est que les politiciens ne parlent pas de nous. Hein, il faut transport public, le vélo, aller à pied, à quatre pattes de ma part, mais surtout pas parler des deux roues. Et ça, c'est une bataille qui est... C'est une bataille qui dure depuis des dizaines d'années. Hein. La moto n'a pas bonne réputation, mais a des obstacles aussi à la pratique du deux roues dans les villes, et c'est aussi en partie l'équipement. Tu vois, on n'a pas envie de mettre des grosses vestes moto, mais il existe des solutions. Et donc, je voudrais te montrer un produit que tu connais peut-être. Ce sont les produits A-Shock. Donc, en fait, ce sont des sous-vestes qui sont munis de protection souple, très fine, qui ont pourtant atteint le degré maximum de protection en Europe, c'est-à-dire le niveau 2, et qu'on peut porter en dessous d'une chemise à carreaux ou d'une veste en jeans de manière pratiquement invisible et avoir une super protection. Je te propose de découvrir le produit. Dominique Frossen, bonjour. Vous êtes la responsable des produits A-Shock. Oui, tout à fait. Alors, A-Shock, qu'est-ce que c'est? Alors, A-Shock, c'est un nouveau type de protecteur anti-choc, spécialement pour la moto, que nous avons mis sur le marché au mois de avril-mai de l'année dernière. D'accord. Tout à fait innovant dans sa forme, dans son poids, dans la manière dont nous avons abordé le produit. Innovant, pourquoi en fait? Alors, si je peux vous déjà le prendre en main. En fait, innovant, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour ça. D'accord. Donc, on a l'habitude d'avoir des protecteurs qui sont relativement épais, qui sont relativement raides. Et quelque part, je pense que ça conforte tout le monde et on se dit j'ai besoin d'avoir beaucoup de choses autour de moi pour être protégé en cas de choc, puisqu'on sait que quand on est en moto, on prend tout dès qu'on tombe. D'accord. Moi, j'ai évidemment, quand je prends le produit en main comme vous, ma première interrogation est la suivante: est-ce que j'ai le même niveau de protection avec ceci qu'avec une coque dure qu'on a l'habitude de retrouver dans les vêtements moto? Alors tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, une des premières choses qui peut le prouver, c'est que nous sommes certifiés CE. Donc nous avons reçu la certification C de la norme 1621, qui est la norme spécifique à la moto. Okay. Et nous avons reçu la certification niveau 2, qui est le niveau le plus haut. Donc nous sommes tout aussi protecteurs que les meilleurs protecteurs sur le marché. D'accord, mais quel est le principe alors? Alors le principe, c'est un produit qui est notre produit, qui est notre secret de fabrication, qui est un polymère tout à fait particulier, qui est un polymère viscoélastique et qui a été développé par notre usine, donc, puisque nous sommes producteurs. Et donc je te coupe 2 secondes, vous êtes quand même alors un peu issu de l'industrie chimique? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc notre centre de fabrication du produit se trouve en Autriche et est vraiment spécialement dans le produit anti-vibration et anti-choc. Un de nos produits absorbe tellement bien le choc que nous pouvons nous permettre d'en mettre moins pour absorber autant. D'accord. Et donc, nous avons pu nous permettre de faire un protecteur qui est non seulement fin, mais troué et qui absorbe tout autant le choc. Et en fait, comment est-ce qu'il fonctionne? Il absorbe le choc et il le transforme en chaleur. Donc il y a différents systèmes sur le marché. Il y a le produit qui absorbe le choc simplement, qui fait barrière. Beaucoup ont entendu parler de produits dont les molécules se mettent un petit peu comme une carapace et puis se relâchent après. Nous, ici, nos molécules, elles absorbent le choc et le transforment en chaleur. D'accord. Alors, on peut envisager qu'en fait, cette protection n'est pas spécialement destinée à la moto. On pourrait l'envisager dans pas mal de disciplines sportives. Tout à fait. Où le mouvement est requis, en tout cas. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, ceci, c'est vrai que nous sommes dans le monde de la moto depuis le début, puisqu'il y a une norme moto qui est assez stricte et que nous avons atteint sans aucun problème au niveau le plus haut, mais ça peut s'adapter à n'importe quelle activité où il y a un risque de choc. Donc je pense à du ski, je pense à du snowboard, à de l'équitation, oui, des choses comme ça. Le VTT, le mountain bike, voilà. Le skate, tout là où il y a un risque, mais naturellement notre gros point fort, c'est où il y a un risque et un besoin de mouvement. D'accord.
Il y a une chose qu'on peut dire, c'est que vous tapez juste parce qu'il y a un phénomène qui émerge du monde de la moto depuis quelques années, qui est le phénomène vintage, où en fait le look a beaucoup d'importance. Tout à fait. Et le look passe avant la protection. Et on a maintenant, grâce à ceci, je crois, l'opportunité de rouler avec des vêtements, on va dire, un peu plus mode, un peu moins moto, tout en gardant une protection qui soit adéquate. Est-ce que vous le ressentez dans le marché? Absolument. En fait, nous avons naturellement étudié le marché au moment où on est entré dans le marché et on s'est rendu compte de ce mouvement vintage qui comprend tout ce qui est bobord, tout ce qui est triomphe, enfin tout ce genre de choses-là. Chez les femmes aussi le côté un peu Vespa et puis le côté Harley, donc tout ce côté où le look de la moto et du conducteur est important. Et nous sommes tellement fins, on est à 7 mm d'épaisseur pour un protecteur et on est souple, et donc en dessous d'un veston, en dessous d'une veste jeans ou une veste cuir très ajustée, on est absolument invisible. C'est ce qui nous a mené à créer notre ligne de sous-vêtements de protection qui permet vraiment d'enfiler, de se faire oublier, de mettre ce que l'on veut au-dessus. Bon, Dominique, si mes informations sont bonnes, pour cette année 2018, vous allez quand même mettre un peu de votre énergie dans la compétition, puisque vous allez supporter les Sultans of Sprint. Tu peux m'expliquer en 2 mots? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que cette année, ça sera un nouveau partenariat. Les Sultans sont présents sur différents circuits avec différentes activités. Ils apportent un peu le côté fun à la compétition circuit, secteur que nous n'avions absolument pas touché. Et nous allons donc pouvoir être présents également sur les circuits avec nos produits qui, de nouveau, étant homologués et étant de niveau 2, on a tout à fait notre place. Il fallait qu'on fasse notre chemin et là on a l'opportunité. Et donc pour rappeler un peu aux téléspectateurs, les Sultans, en fait ils organisent des courses d'accélération sur 200 mètres avec un petit côté vintage, où en fait je crois que le rock'n'roll a autant d'importance que le résultat, mais ça fait en tout cas exactement la bonne cible pour votre produit, je crois. Tout à fait. Il y a le côté liberté qui est vraiment quelque chose qui est très très important pour notre produit, on apporte vraiment une liberté de mouvement que beaucoup de motos ou de motards ont oublié depuis longtemps. Ils savent que d'une part ils doivent être protégés et d'autre part ils en pleurent un peu parce qu'ils sont un peu engoncés. Et là on inverse la vapeur et avec la collaboration avec les Sultans, on va pouvoir montrer que non seulement on ne les empêche pas de faire les fous et d'être comme ils le veulent, mais surtout on les protège dans leur accélération qui somme toute est quand même encore dangereuse et sur un circuit. Absolument. Ben, Dominique, merci. Moi, je propose à nos téléspectateurs d'aller sur le site Ashock, qui apparaît ici en dessous, et d'aller voir un petit peu vos produits, la manière dont ça se passe, et surtout où on peut se les procurer. Voilà, donc on peut se les procurer via notre site, puisque nous avons un e-shop, et vous pouvez sans problème commander tous les produits, que ce soit les protecteurs seuls ou notre ligne de sous-vêtements. Vous pouvez également, pour les personnes qui n'aiment pas trop utiliser un e-shop, nous envoyer un email et on peut procéder à la vente. Ou éventuellement, nous avons un point, mais qui se trouve en bordure de frontière, en Allemagne, où là, la collection est présentée également. Où en Allemagne? Alors, c'est à la concession Kohl, à Aix-la-Chapelle. Donc, c'est à 5 km de la frontière, c'est pas bien loin. Et là, on peut voir et essayer. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon, voilà un vêtement intéressant qui peut être une alternative et peut-être pousser les gens à faire un peu plus de 2 roues. En parlant de 2 roues, on va en rajouter une. On va passer sur 3 roues. Et donc vous sortez cette année un modèle qui est inattendu, improbable. Je ne sais pas comment on peut le qualifier venant d'une autre planète. C'est le Niken. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui. Bon, Niken, c'est d'abord le nom, hein, Ni c'est 2, Ken c'est sabre, hein, 2 sabres. En fait, c'est facile à expliquer. C'est que chaque motard ou utilisateur des 2 roues, il sait que s'il y a quelque chose qui arrive à ta roue avant, le risque est quand même très grand que tu perds le véhicule. Hein, et ça a à voir avec du frottement. Voilà. Alors, ce qu'on fait avec le Niken, c'est on ajoute du frottement. C'est très facile, en rajoutant une 2e roue, mais en gardant, je dirais, la possibilité
de conduire la machine comme une moto sportive. D'accord. Alors ça, c'est quand même important. Mais ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que tu me dis comme une moto sportive. Oui, absolument. Parce que dedans, il y a quand même le 3 cylindres, hein, qu'on connaît du Tracer 900, qu'on connaît du MT-09. Magnifique. Un magnifique moteur qui est dedans. Aussi, la partie cycle est faite de manière que, et on sait prendre des angles jusqu'à 45 degrés. Ce que moi, je fais rarement. Absolument. En toute sécurité, puisqu'on a un poids d'appui supplémentaire. Oui. Je me souviens d'Éric de Seyne qui nous avait présenté la moto au Salon de Milan et qui comparait un petit peu l'usage de cette moto au ski, au scarving. Au scarving, oui. Voilà. Sur le fait que cette moto engageait très facilement et qu'on avait une sorte de plaisir presque comme au ski. On n'a pas encore eu l'occasion de l'essayer, je me réjouis que ça puisse se faire et on aura l'occasion de présenter le modèle en long et en large à nos spectateurs parce que je crois vraiment que c'est un modèle qui interpelle beaucoup de monde. Écoute, moi je souhaite que Yamaha puisse avoir une année 2018 comme elle l'a fait son année 2017. Ça me paraît bien parti par la variété des modèles, par les innovations, par ce qui va se passer en MotoGP. On va, je crois, avoir une saison passionnante. Pour les gens qui suivent la marque et qui aiment la marque, il y aura encore la possibilité de vous voir et de voir les gammes au Bruxelles Moto Rétro. Bon Marc, on arrive au terme de cette émission. Merci de nous avoir accueillis. Yamaha, c'est toujours un plaisir parce que c'est une marque qui a donné des lettres de noblesse à la moto depuis de nombreuses années avec des modèles emblématiques. Je vois qu'elle continue par de l'innovation. Donc je vous souhaite une année 2018, mais vraiment aussi bonne que la 2017, et pourquoi pas plus. Mais avant de partir, je crois que tu as une belle surprise pour nos téléspectateurs. Je vais te laisser le soin de la présenter toi-même parce que là, vraiment, tu nous fais un beau cadeau, pas à nous, mais aux téléspectateurs. La belle surprise qu'on fera aux téléspectateurs, cette belle montre de TV Style Yamaha qui a une valeur de 570 €, que vous pouvez gagner en répondant correctement aux questions sur la Niken. Et dans la prochaine émission, vous verrez si vous avez gagné ou pas. Bon, nous voilà au terme de cette émission de Carter et Piston, émission du mois de mars. Je vous donne déjà rendez-vous au mois d'avril, où là nous aurons encore de belles choses à partager avec vous, en termes d'essais, en termes d'expérience, et puis en termes de bécane, tout simplement. Allez, je vous souhaite de profiter de vos motos le plus tôt possible, et surtout gaffe sur la route. À bientôt. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait